Les contes de Biddlebarд, écrit par J.K. Rowling. Note du professeur Albus Dumbledore. Introduction. Les contes de Biddlebard constituent un recueil d'histoires écrites à l'intention des jeunes sorciers et des jeunes sorcières. Pendant des siècles, elles ont été très appréciées des enfants à qui on les lisait le soir, avant qu'ils s'endorment. Et c'est pourquoi la marmite sauteuse et la fontaine de la bonne fortune sont aussi célèbres chez les élèves de Poudlard que peuvent l'être Cendrillon ou Belle au bois dormant chez les enfants de Moldu. Les personnes découvrent de pouvoirs magiques sous bien des aspects. Les histoires de Biddle ressemblent à nos contes de fées. Par exemple, la vertu y est habituellement récompensée et la méchanceté punie. Il existe cependant une différence manifeste dans les contes de fées des Moldus. La magie est généralement à l'origine des ennuis du héros ou de l'héroïne. La méchante sorcière a empoisonné la pomme et plongé la princesse dans un sommeil de 100 ans ou transformé le prince en une bête atroce. Dans les contes de Biddle le Barde, en revanche, on raconte que les héros et des héroïnes capables d'accomplir des actes de magie, mais qui, pour autant, n'éprouvent pas moins de difficultés que nous à régler leurs problèmes. Leurs histoires de Biddle ont aidé des générations de parents sorciers à expliquer à leurs jeunes enfants cette douloureuse réalité de la vie. De la magie cause autant de difficultés qu'elle permet d'en résoudre. Une autre différence notable entre ces fables et leurs équivalents moldus est que les sorciers de Biddle sont beaucoup plus actifs dans les recherches et leur bonne fortune que les héroïnes de nos contes de fées. Asha Al-Zeda, Amata de Babiti Lapina sont toutes des sorcières qui préfèrent prendre leur destin en main plutôt que faire des siestes prolongées ou d'attendre que quelqu'un leur apporte une chaussure égarée. L'exception de cette règle, la jeune fille sans nom du sorcier au cœur velu est plus proche de l'idée que nous en faisons d'une princesse de conte de fées, mais l'histoire ne se termine pas par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Biddle le barde a vécu au XVe siècle et la plus grande partie de sa vie demeure entourée de mystères. Nous savons qu'il est né dans le Yorkshire et l'unique gravure sur bois qui nous soit parvenue montre qu'il portait une barbe exceptionnellement foisonnante. Si les histoires reflètent fidèlement ses opinions personnelles, on peut en conclure qu'il avait une certaine affection pour les Moldus, les considérant comme ignorants pour que malfaisants. Il se méfiait de la magie noire et pensait que les pires excès du monde des sorciers provenaient du trait trop humain tel que la cruauté. L'empathie ou une arrogance conduisant à un mauvais usage de leurs propres talents, les héros et les héroïnes qui triomphent dans une histoire ne sont pas ceux qui disposaient des pouvoirs magiques ou plus puissants, mais plutôt ceux qui manifestent les plus bienveillances de bon sens et d'ingéniosité. Il existe à l'époque moderne d'un sorcier dont le point de vue est très semblable. Il s'agit bien sûr des professeurs Albus Perceval, Wulfric, Brian Dumbledore. Ordre de Merlin, première classe, directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et des sorciers et président sorcier du Mago. Quelle que soit cette communauté de l'opinion, ce fut surprise de découvrir dans les nombreux papiers qu'Albus Dumbledore a laissés par testament. Vos archives de Poudlard, un ensemble de notes sur les contes de Biddle le Barde. Ses commentaires a été écrit pour son propre plaisir ou en vue d'autres futures publications. Nous ne le saurons jamais. Le professeur Minerva McGonagall
aujourd'hui directrice de Poudlard, nous a cependant accordé l'aimable autorisation de reproduire les notes du professeur Dumbledore dans cette édition qui représente une toute nouvelle traduction des contes par Hermione Granger. Nous espérons que les judicieuses remarques de Dumbledore, qui comportent des observations de l'histoire, de la sorcellerie, des souvenirs personnels et des éclairages nouveaux sur des éléments clés de chaque histoire, aideront à une nouvelle génération de lecteurs, sorciers ou moldus, à apprécier les contes de Biddle le Bard. Tous ceux qui l'ont connu personnellement, sont convaincus que le professeur Dumbledore aurait été enchanté de soutenir ce projet. Étant donné que tous les droits d'auteur de ce livre seront versés à l'organisation Lumos, dont le but est d'agir en faveur d'enfants qui ont besoin désespéré de faire entendre leur voix. Il semble légitime d'ajouter un petit commentaire sur les notes du professeur Dumbledore autant que nous puissions le savoir. Ces textes ont été achevés environ 18 mois avant les tragiques événements qui se sont déroulés au sommet de la tour d'astronomie de Poudlard. Ceux qui connaissent bien l'histoire de la récente guerre des sorciers, pour avoir lu par exemple les 7 volumes de la vie de Harry Potter, s'attireront le professeur Dumbledore relève sur le dernier conte de ce livre un peu moins de choses qu'il en sait, ou n'en soupçonne la raison de ces omissions réside peut-être dans ce que Dumbledore déclara il y a bien des années en parlant de la vérité de son élève préféré, qui est aussi le plus célèbre. Elle est toujours belle et terrible, c'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Que nous soyons ou non d'accord avec lui, peut-être pourrons-nous excuser le professeur Dumbledore d'avoir voulu protéger de futurs lecteurs de tentations auxquelles il fut lui-même en proie et pour lesquels il dut payer un prix si terrible. Une note sur les notes de bas de page. Le professeur Dumbledore semble avoir écrit ses commentaires pour un public de sorciers. J'ai donc parfois ajouté l'explication d'un terme ou d'un fait qui aurait nécessité des éclaircissements aux yeux d'un lecteur moldu. Chapitre 1. Le sorcier et la marmite sauteuse. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et sa générosité pour les plus grands profits de ses voisins. Plutôt que de relever la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions charmes et antidotes jaillissent telles quelles de son petit chaudron, qu'il appela sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis et le sorcier était ravi d'y apporter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à fort bel âge, puis il mourut laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Celui qui ne pouvait pas pratiquer la magie était à ses yeux de bon à rien, et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils se trouva caché à l'intérieur de sa vieille marmite un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il ouvrit en espérant de découvrir de l'or, mais il ne contenait qu'une pantoufle douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'avait même pas la paire. Glissé dans la pantoufle, un fragment de parchemin sortait de ces mots. Avec l'espoir les plus chers, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. Le fils maudit la sénilité qu'il avait ramolli l'esprit de son père et jeta la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvée, décidant que désormais la marmite lui servirait de boîte à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vint frapper à la porte. « Ma petite fille souffre d'une éruption verrueuse, lui dit-elle.
Votre père préparait un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. Allez-vous-en, s'écria le fils. Qu'ai-je donc à faire de verrue de votre marmaille? Et il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des clinquettements et des martèlements sonores retentirent dans la cuisine. Le sorcier alluma sa baguette magique et ouvrit la porte. Là, à son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père. Un pied en cuivre unique lui avait poussé et elle sautait sur place, au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha, mais battit précipitamment en retraite lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était couverte de verrues. Répugnant objet, s'exclama-t-il. Il essaya d'abord de lui lancer un sortilège de disparition, puis de la nettoyer par magie, et enfin à la forcer à sortir de la maison. Mais aucun de ces sorts ne donna de résultat, et il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui quand il quitta la cuisine, puis de le suivre jusqu'à son lit, montant à chaque marche de l'escalier de bois dans un clinquettement et un martèlement assourdissants. Le sorcier ne put dormir de la nuit à cause des fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite couverte de verrues. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table où il alla prendre son petit déjeuner. Clang, 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 faisait la marmite aux pieds de cuivre, et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son prodige qu'on frappa à nouveau à la porte. Un vieil homme tenait sur le seuil. C'est au sujet de mon vieillard, monsieur, s'impliqua-t-il. Il est perdu ou on me l'a volé. Sans lui, je ne peux pas aller vendre mes marchandises et ma famille aura faim ce soir. Moi, c'est maintenant que j'ai faim, rugit le sorcier, et claqua la porte au nez du vieil homme. Clang, 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 fit le pied du cuivre à la marmite en sautant sur le sol, mais à présent, des praiements se mêlaient à son vacarme, et des gémissements affamés, son accent humain s'élevait des professeurs du chaudron. Tiens-toi tranquille, silence, hurla le sorcier d'une voix aiguë. Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite couverte de verrues, et elle continua à sauter toute la journée derrière lui, braillant comme un âne, gémissant, cliquetant avec bruit, partout où il allait et quoi qu'il fît. Ce soir-là, on frappa une troisième fois à la porte. Sur le seuil se tenait une jeune femme qui sanglotait à fendre l'âme. Mon bébé est gravement malade, se lamenta-t-elle. S'il vous plaît, aidez-nous. Votre père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. Mais le sorcier lui claqua la porte au nez. À présent, l'absente marmite s'était remplie jusqu'au bord d'eau salée et versait des larmes un peu partout en continuant de sauter, de braire et de gémir et de couvrir d'autres verrues. Bien que pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût venu demander de l'aide aux sorciers. La marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de braire, de gémir ou de répandre les larmes, et de sauter et de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent, était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien, déversait du fromage rance, du lait caillé, un flot dévastateur de limaces affamées. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir ni manger avec cette marmite à côté de lui. Mais elle refusait de le quitter, et il ne pouvait le faire taire ou à forcer à l'immobilité. Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage.
Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs, s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite s'entend derrière lui sur la route qui menait au village. Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter. Avec la marmite de mon père, j'apaiserai tous vos maux. La redoutable marmite bondissait toujours derrière lui. Il courut le long de la grande rue, lançant un sortilège en tous sens. À l'intérieur d'une maison de verrues, la maison, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil grâce à un sortilège d'attraction. L'âne perdu fut ramené d'un lointain bosquet d'Anglantier et remis en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictame et se réveilla rose et frais. Dans chaque maison où s'était répandue la maladie et chagrin, le sorcier fit de son mieux et peu à peu, la marmite, à côté de lui, cessa de gémir et d'avoir des hauts de cœur, et elle devint silencieuse, propre et brillante. Alors, marmite, demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commençait à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans et lui permit d'en chausser son pied de cuivre, puis ils retournèrent tous deux dans la maison des sorciers. Le bruit de pas de la marmite enfin assourdit, mais à compter de ce jour, le sorcier aida le villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Commentaire d'Albus Dumbledore sur le sorcier de la marmite sauteuse. Un vieux et bon sorcier décide d'infliger une leçon à son fils, au cœur sec en lui, donnant une idée des misères que subissent les moldus des environs. La coïncidence du jeune sorcier s'éveille et il finit par accepter de faire usage de ses pouvoirs au profit de ses voisins dépourvus de magie. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une fable simple aux vertus réconfortantes. Mais il faudrait être un bien innocent bénet pour avoir une telle opinion. Une histoire pro-moldu montrant qu'un père aimant les moldus dispose d'un pouvoir magique supérieur à ceux de son fils qui les déteste. On ne peut être stupéfiant à la pensée que des copies de la version originale de ce conte aient survécu aux flammes auxquelles elle était si souvent livrée. Biddle était d'une certaine manière de décalage avec son époque lorsqu'il dispensait un message d'amour fraternel envers les Moldus. Au début du XVe siècle, les persécutions contre les sorciers et les sorciers gagnaient dans toute l'Europe. Dans la communauté magique, beaucoup pensaient à juste titre que proposer de jeter un sort pour guérir le cochon malade d'un voisin moldu équivalait à se porter volontaire pour aller ramasser le bois de son propre bûcher. Laissons les moldus se débrouiller sans nous. Tel était le cri des sorciers tandis qu'ils s'éloignaient de plus en plus à leurs frères non magiques. Le point culminant étant l'institution du Code international du secret magique en 1689, quand la communauté des sorciers décida volontairement de passer dans la clandestinité.